Je m'appelle Matteo Morelli. D'abord, excuse-moi pour mon français, c'est pas parfait. Je vais quand même essayer de faire la présentation en français. Si jamais il y aura besoin, je basculerai en anglais. Mais je suis confiant. Je fais un peu de confiance sur mon français. Donc voilà, je suis ingénieur de recherche au CEALIST. Je travaille dans les laboratoires de conception des systèmes embarqués autonomes, LCA, dans le département d'ILS. Voilà, je vais vous présenter notre travaux sur le développement d'un outil d'ingénierie dirigé par les modèles, en fait basé sur Papyrus, qui c'est notre outil d'ingénierie dirigé par les modèles qu'on développe depuis plusieurs années. Nous, on a fait une customisation pour le domaine de la robotique. J'utilise beaucoup des slides de mon collègue aussi, Ansgar Radermacher, et qui je remercie. Et voilà, donc pour l'outline de cette présentation, je vais juste introduire un peu la problématique et le contexte de ce travail. Après, je vais vous montrer comment on utilise notre outil pour développer des systèmes basés ROS2. Alors, je ne sais pas si tu as changé de planche, Mathéo, Oui, mais on voit non, toujours pas ta... encore. Ah, okay. Je vais la changer maintenant. Et voilà, après, je vais parler de quelques autres capacités de notre outil et montrer aussi quelques démos sous format de vidéo. Donc voilà, le contexte, c'est lié à les challenges dans le domaine du développement du logiciel robotique. Donc en fait, c'est pas la pratique courante dans le domaine de la robotique, c'est pas assez mature comme dans des autres domaines, automotive et avionique par exemple. Les problématiques qu'on connaît plutôt bien. Il y a plusieurs component-based frameworks qui ne sont pas compatibles entre eux. Il y a plusieurs problématiques quand on arrive à devoir le faire communiquer entre eux. L'approche du développement, c'est plutôt centré sur les codes développés à la main. Donc, on n'utilise pas trop des méthodes d'ingénierie dirigées par les modèles qui ont par contre beaucoup des bénéfices pour le fait qu'ils permettent de réduire l'effort de développement avec la capacité de génération de code. Ils permettent aussi grâce à les abstractions des modèles, permettent aussi de faire des analyses si les abstractions ont une sémantique spécifiée suffisamment un certain niveau de détail. En plus, il y a aussi une autre problématique typiquement qu'on rencontre dans le développement logiciel robotique. Donc, il n'y a pas des interfaces standardisées entre les différents rôles qui peuvent participer dans cette démarche de développement logiciel. En fait, c'est souvent très difficile de réutiliser des interfaces standards pour faire communiquer, mais aussi échanger des artefacts entre différents développeurs qui ont différents backgrounds et capacités. Donc, tout ça, c'est compliqué. L'approche ingénierie dirigée par les modèles, ça peut être utile. Et voilà, donc, dans le contexte d'un projet qui s'est terminé en décembre 2020, le projet Romo 6, on a essentiellement poussé cette vision des structures, de définition de cette interface qui sont appelées structures de composition, qui essentiellement essaye de standardiser les informations nécessaires à plusieurs participants dans son écosystème de développement logiciel robotique. Cette interface peut être mappée sur des vues de modeling différents qui sont utilisés à différentes étapes du développement par différents joueurs de cet écosystème.
Et tout ça en utilisant en fait essentiellement un jumeau numérique qui peut être partagé, échangé entre les différents rôles et qui permettent d'appliquer les pratiques d'ingénierie dirigée par les modèles, génération des codes, analyse. Donc nous, voilà, juste pour compléter cette définition qui vient du projet Romo 6, il y a essentiellement, ça c'est important pour la suite, il y a essentiellement 3 tiers qui sont été identifiés. Les ecosystem drivers qui sont ici, tout en haut, sont en fait ceux qui essayent de standardiser. Donc, par exemple, dans notre cas, c'était le consortium qui participait à la définition de cette structure de composition, définition des patterns plus typiques adoptés dans les différents middleware et tout ça. Après, il y a les experts du domaine à Tier 2, qui sont les experts comme les académiques ou dans des entreprises industrielles, les experts qui connaissent très bien les domaines, par exemple les domaines de la manipulation, donc qui peuvent définir tous les types de données qui sont nécessaires dans ce domaine, comment l'information doit être échangée pendant la définition des stacks, en fait, des piles, en fait, pour les différents domaines, comme par exemple oui, la manipulation, la navigation et, tous les autres domaines. Et après, à tier 3, sont essentiellement les utilisateurs finaux, comment dire, les participants des écosystèmes, en fait. Tout le monde est utilisateur. Donc, ça va de component supplier qui va définir des composants avec les interfaces, les paramètres et tout, et l'intégrateur qui va intégrer les composants, les définitions, les développeurs du comportement qui va définir des tâches robotiques, etc. Donc, voilà, pour s'aligner à cette vision, au CEA, on a développé notre outil, comme je disais avant, Papyrus pour robotique. Donc, c'est en customisation de notre outil d'ingénierie dirigé par le modèle général au domaine de la robotique. Et du coup, on va supporter avec cet outil l'approche, le concept méthodologique de Romo 6. Donc, on a des vues modulaires et basées sur rôle qui fournit des abstractions pour les différents participants que j'ai mentionné tout à l'heure. On a des capacités de code génération, donc on ne cible pas que ROS2, on a aussi des autres projets où on a utilisé nos outils, on a ciblé des middleware basés 0MQ avec les mêmes... en fait, on s'est basé sur les mêmes abstractions, on était capable essentiellement de générer les codes pour d'autres plateformes aussi. Et on a développé des mécanismes de reverse engineering, donc c'est très utile pour essentiellement avoir l'implémentation dans son environnement basé modèle à partir du code existant. Donc, on ne s'attend pas forcément que tout le monde va développer à la main les modèles, spécialement si ces modèles existent déjà. Donc, l'ingénierie reverse, c'est très important pour essentiellement faire le scanning du code et extraire les infos pour créer les modèles à réutiliser après. On a aussi des capacités pour modéliser des missions sous forme de behavior tree. C'est un formalisme graphique avec une sémantique exécutable qu'on utilise, c'est réactive et composable. Et on l'utilise pour définir des missions robotiques. Et on a aussi développé des capacités de safety analysis. Donc voilà, pour la suite, après cette introduction, je vais parler un peu de comment on utilise l'outil pour générer du code ROS2 et on va voir quelques exemples à la fin. Donc ça, c'est la vision du rôle qu'on supporte dans notre outil aujourd'hui. Et aussi le flot d'informations essentiellement partagé entre les différents rôles. Donc les flèches, la direction de la flèche, ça veut dire
un rôle fournit des artefacts pour un autre rôle. Par exemple, ici, au niveau Tier 2, comme on disait tout à l'heure, il y a les experts du domaine, donc ils peuvent définir, il y a tous un view et un support modeling pour spécifier les services, les types de données et tout ça, qui sont après utilisés par les component developers. Donc voilà, les component developers, ils utilisent cette définition de service pour organiser les data flows entre les composants, les différents composants, et aussi l'interface de configuration et coordination pour un composant spécifique, qui est lié après à l'algorithme interne du composant. De l'autre côté, il y a la définition des skills, que c'est très important pour la définition des comportements. Donc ici, à un niveau Tier 2, c'est complètement agnostique par rapport aux composants spécifiques que va implémenter la capacité. Donc, par exemple, imaginez Move, une capacité Move To, qui va vers une pause pour déplacer les robots vers une position, orientation spécifique. Donc, ça peut être implémenté par des composants qui sont liés à des robots avec les roues ou les jambes. Donc, ça peut être implémenté de façon différente. Et ça, c'est comment les rôles permettent de découpler en fait l'information. On se base, on le verra plus tard, sur la définition des concepts des services de coordination. Et voilà, la définition agnostique de l'implémentation peut être utilisée pour la spécification d'une mission. Encore une fois, agnostique du robot spécifique qui va l'utiliser. C'est juste qu'elle est conforme à l'interface, par exemple, de la skill. Donc, chaque composant qui va implémenter cette interface peut être réutilisé. Et voilà, le system builder à la fin, c'est le rôle qui va composer tous les composants pour réaliser l'application. Donc ici, il y a des liens. Après, j'imagine on va partager les slides, donc vous pouvez regarder les vidéos dans la playlist des vidéos de Papyrus Robotics. Donc un exemple concret, par exemple, on voit ici dans la définition des services, on a une vue spécifique pour définir ce concept des modèles pour la spécification des types de données. Ce sont des données ROS2 et ce sont des définitions ROS2. Et voilà aussi une définition de service de coordination pour la Move2 dont je parlais tout à l'heure. C'est plutôt simple à ce niveau-là, hein, juste comme exemple. Donc, on peut définir les goals, la réponse, le feedback. Ça se mappe vraiment bien sur le concept d'action d'un ROS. Donc voilà, tout ce type de données et des définitions de services sont utilisées par le développeur des composants après. Donc on a encore une fois une vue spécifique, vous voyez juste un petit morceau ici, pour la définition graphique d'un composant avec les ports, chaque port lié à des services, donc en sémantique. Dans ce cas-là, c'est un publish-subscribe. Mais on peut supporter aussi le client-server comme requête-réponse et les actions dont on a parlé juste tout à l'heure. Et ces services utilisent, en fait, ils font le couplage entre la sémantique des communications et le type de données qui est échangé. Donc ici, il y a cette composante très simple pour la navigation. Il a juste deux entrées des services requis à laser et odométrie et la vitesse commandée à la fin. Donc, il y a un seul thread qui implémente en fait les computations de l'algo dedans. Et à partir de ce type de spécification, on peut même spécifier des paramètres si besoin. À partir de tout ce type de spécifications peut générer du code. Donc voilà le code qui peut être généré avec un processus de génération de code et on va parser les modèles essentiellement et on génère une structure de package ROS de ce type. Donc on génère des launch files qui permettent de démarrer en fait les composants
automatiquement. Et après, on génère une structure que vous voyez ici, SourceGen. C'est toute la structure toutes les informations du code C++ qui permettent d'instancier en fait les, les publish, subscribe, les actions serveurs qui essentiellement réalisent des capacités du composant. Donc en fait, ici, la génération des codes prend en charge toute la définition toute la définition et l'instanciation de cette entité qui facilite la communication entre les différents composants. Et aussi les paramètres du composant, s'il y a sous forme de YAML file et aussi toutes les informations pour faire le build et la description du package. Ici, il y a source skeleton que vous voyez représenté ici. C'est en fait le skeleton qui fournit les points d'entrée pour définir son propre code. Par exemple, vous voyez ici, on a les ODOM Handler et Laser Handler parce qu'on avait dans notre composant deux subscribers, deux subscriptions, sous les services, sous le topic d'odométrie et laser. Et du coup, le code va générer en fait le skeleton qui après doit être rempli par le développeur du composant avec la logique pour faire son travail. Et aussi tous les callbacks liés aux actions pour la gestion des capacités, des skills et le lien avec les comportements. Donc ça, c'est important pour dire, par exemple, comment normalement les développeurs de composants vont interagir avec ce code. C'est juste en utilisant une approche comme ça. Par exemple, on va avoir accès à l'interface extérieure du composant, donc les données qui sont échangées dans l'écosystème ROS. Donc, on fait par exemple go handle get goal pour avoir accès à l'information ici. Et après, on peut s'interfacer avec des algos qui normalement sont développés par quelqu'un d'autre et fournis sous forme de fonctions binaires qui peuvent utiliser un prototype différent. Donc, il y a vraiment cette découplage entre les différents rôles de définition des composants et définition d'algorithmes. Ça, c'est en pratique qu'on a utilisé nous aussi au CEA internement dans son projet stratégique du CEA. On avait différentes équipes qui travaillaient ensemble. Et par exemple, nous, à l'SEA, on jouait le rôle d'architecte système en définissant les composants et les interfaces ROS2, évidemment bien d'accord avec toutes les autres équipes. Et eux, ils fournissent en fait les algos sous forme d'un prototype simple comme ça, juste un entry point do fonction algo avec le prototype qu'ils souhaitaient. Et du coup, on utilisait cette approche pour accéder à l'information et appeler l'algo après. Et après, on pouvait gérer les exceptions dans différentes façons. Donc, on avait vraiment un découplage des rôles entre nous. Donc, voilà, je vais accélérer un peu. Ça, c'est pour la partie de définition des skills. Donc, c'était le côté droit de la figure précédente. Donc, définition des skills, ça se passe normalement en tier 2 dans une façon agnostique du composant avec essentiellement un vocabulaire et plusieurs pour définir la fonctionnalité de la skill, qu'est-ce qu'il va faire, move to par exemple, et des arguments d'entrée, sortie et tout ça. Et le lien, c'est ici avec le service de coordination. C'est le même service utilisé par les développeurs de composants pour faire le lien avec les algos internes de composants. Et les skills abstracts, la définition, comme on l'appelle ici par les Robnosis, sont utilisés à tier 3 par les développeurs de comportement qui peuvent développer une spécification de mission comme ça, ou tout simplement
essentiellement aller prendre en bouteille dans son dans, dans un endroit, et si quelque chose se passe mal, on demande de l'aide à l'humain. Donc on se base sur plusieurs skills qui sont ici et dans des autres modèles pour définir la tâche comme ça. Donc voilà, pour les skills aussi, on va générer du code parce qu'on a toute l'information. Donc on a les infos sur les entrées, les sorties et les services de coordination. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails pour ça, mais si vous êtes familier avec le NAV2, la pile NAV2 des ROS2, ils utilisent beaucoup les behavior trees et beaucoup ils utilisent plusieurs plugins qui réalisent des actions utilisées dans le behavior tree. Et le code, c'est toujours comme ça. Donc nous, à partir de l'information du modèle, on est capable d'automatiser toute cette tâche d'écriture des fonctions, des plugins pour la réutilisation dans les behavior trees, la régistration de la factory et tout ça. Donc les abstractions nous servent bien pour allévier en fait l'effort de développement. Tout ça est généré, aussi les fichiers pour builder et les paramètres pour charger les actions disponibles dans le séquenceur. Donc finalement, il y a aussi la partie système qui est avec plusieurs, donc il y a l'assemblage des composants dedans, avec les ports connectés et tout, avec des types, des sémantiques compatibles. Et voilà, la génération des codes nous permet de générer tout ce qu'il faut pour compiler, builder, lancer tout l'assemblage. Et on a aussi des intégrations dans Eclipse pour faire le debug d'un composant et pendant l'exécution et voir les composants dans la console. Donc, juste avant de lancer un petit démo, qui ne reste pas trop de temps. Donc voilà, l'interface des coordinations, et ça c'est plutôt focus task. Donc il y a un coordinateur qui va prendre en charge l'exécution de behavior tree, et il va essentiellement coordonner et à parler avec, commander l'exécution des composants coordonnés, comme dans notre cas précédent, c'était le composant navigation. Donc, on utilise bien le protocole modélisé pour la configuration, l'activation, la query pendant l'exécution. Et peut-être on peut voir des détails si quelqu'un est intéressé après. Je vais accéder un peu sur la démo. Donc voilà, ça c'est en démonstration d'un pick and place simulé. Donc on a bien un séquenceur qui va exécuter un behavior tree tout simple pour faire une séquence de pick and place, et un robot qui fait le pick and place simulé, qui expose les capacités de base pour le faire. Donc voilà, donc ça c'est c'est l'outil. Donc ici il y a les behavior tree qui spécifient la mission, avec une planification des pauses à l'avance pour faire déplacer les robots. Et après, il y a plusieurs mouvements faits par les robots qui viennent de démarrer maintenant et qui bougent pour approcher un objet qui, ici, c'est pas représenté, on voit juste le robot qui bouge. Après, l'attraper en clôturant le gripper, bouger vers le dépôt, et relasser l'objet et rebouger vers la position de départ. Donc, on a la modélisation de la mission. On peut faire le lien avec l'exécution pour afficher en fait l'animation et voir à quel état on est. Et vous avez vu ici, il y a la partie console intégrée dans Eclipse qui nous donne on trace ce qui se passe, et on console pour essentiellement
démarrer le séquenceur, démarrer la tâche d'exécution. Un autre exemple ici, un peu plus compliqué, on a un robot mobile qui doit essentiellement faire une tâche de patrolling, doit naviguer dans son endroit et il faut qu'il visite 3 locations. Et il doit aussi répondre à la charge du niveau de la batterie. Donc, il doit réagir. Si le niveau est trop bas, il doit basculer vers la station de recharge, doit changer en fait la tâche et passer vers la station de recharge. Donc, toute cette modélisation de la tâche, des composants, nous a permis de générer les codes. Et pendant l'exécution, on peut voir que donc le robot il est en train de faire la navigation maintenant. À un moment donné, on va injecter un niveau de la batterie plus bas, donc pour simuler un battery drain. Donc il faut que les robots réagissent. Donc maintenant, on est en train de visiter le troisième endroit. Et avec oui, voilà, il a détecté que la batterie, le niveau c'était trop bas. Du coup, il a basculé pour aller vers la station de recharge. Et avec ce type de formalisme qui est en support, on peut avoir une tâche très réactive qui contrôle le niveau de la batterie et essentiellement attend que la batterie est complètement chargée et une fois qu'elle est chargée, rebascule vers la tâche principale pour aller reprendre la mission principale. Donc la batterie maintenant c'est un niveau suffisant mais c'est pas encore chargé. Et voilà, à un moment donné, il va se charger. Et donc le robot reprend la chose. Donc comment on a évalué l'utile on a évalué pour l'instant avec la réduction d'efforts dans la programmation et aussi avec un lien des qualités en utilisant des approches, des capacités d'analyse de safety, hazard analysis et risk assessment. Donc la métrique qu'on a utilisée, un des métriques, on a évalué sur plusieurs projets de façon différente. Donc c'est lui qui permettait d'évaluer un peu la réduction d'efforts. C'était sur les lignes de code générées. Donc voilà, il y a on a essentiellement calculé les lignes de code générées. On a estimé un peu un effort de modélisation selon des lignes de code selon l'expertise du programmeur. Donc, plus expert ou moins expert, c'est équivalent à plus ou moins lignes de code, on peut dire. L'effort de modeling, c'est toujours difficile à quantifier, mais on l'a un peu pris en compte dans cette façon heuristique. Et du coup, on a appliqué à plusieurs composants. Donc ici, il n'y en a que 2, mais il y en a plusieurs. Et on a remarqué une réduction en fait du code selon ces métriques entre les 35 et les 67%, dépendant comment on va en fait donner les valeurs de cette quantité ici. Bon voilà, je pense que j'ai terminé mon temps. J'avais quelques autres slides sur la partie safety. Je ne sais pas si je peux prendre juste quelques autres minutes en plus ou pas. Disons, oui, Juste, on peut déborder de 2-3 minutes, mais si tu veux avoir des questions aussi, peut-être essayer de faire vite. Ok, juste très vitement la partie safety. Donc, sur l'analyse des risques, donc tout simplement, on a une vue spécifique pour faire l'analyse des hasards et l'assessment des risques basé sur des standards que vous voyez mentionnés ici. Donc voilà, à partir du comportement, on peut essentiellement prendre en compte les composants qui participent à réaliser ce comportement, évaluer dans son tableau le niveau de risque et du coup prendre après des mesures de mitigation. Donc vous voyez ici un exemple. Close Gripper, c'est un skill qu'on utilise dans le contexte de notre tâche d'assemblage
on a ce tableau pour lister les origines des hasards et tout. Les niveaux, en fait, des criticités, c'est calculé automatiquement à partir de toute cette information et nous permettent de définir des mesures de risque qu'après on peut simuler et mettre en place. Donc, c'est ça qu'on a fait essentiellement dans cette démo. On a utilisé le tableau précédent avec la description des hazard analysis et risk assessment. On l'a vérifié en simulation. C'était la simulation du pick and place précédent que j'ai montré, avec des solutions de mitigation des risques. Et après, on a tout déployé pour mettre en pratique la solution finale. Donc voilà. Juste pour compléter, on est en train aussi de développer une vue et des concepts pour fault tree analysis. Donc, voir comment des fautes peuvent se répercuter à travers un schéma critique sur le système. Ça, c'est juste la vue qu'on a maintenant. Et voilà, juste deux mots sur la roadmap. On est en train de bosser sur plusieurs parties comme le couplage avec une solution de planning automatique pour le déploiement, la spécification et le déploiement des solutions de planning automatique. Et il y a aussi cette partie qu'on a développée dans un autre projet, qui n'était pas du tout lié à ROS, mais on est en train de définir cette chose côté ROS. Donc, c'est vraiment très intéressant. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt le talk précédent. Et peut-être on peut en parler de ça offline pour voir. Il y a des travaux sur l'analyse compositional performance analysis appuyée à ROS2, donc c'est peut-être intéressant de... Nous, on a du support pour faire ce type d'analyse. Ça pourrait être intéressant de cibler votre exécuteur et tout ça. Bon, on verra.